On entend partout que l'IA va nous remplacer, voire même anéantir l'humanité. Bon, c'est un peu l'ambiance, non? Mais avant de paniquer pour les, disons, 3 à 5 prochaines années, si on prenait un peu de recul, genre 600 ans. Pour le podcast de Philippe, on a épluché pas mal de sources pour voir si l'histoire des technologies, si elle peut nous éclairer sur l'emploi aujourd'hui. Exactement. C'est une question brûlante, l'impact de l'IA sur le travail. Et donc on va explorer ça en s'appuyant sur des analyses historiques, des rapports économiques, et puis des prévisions d'experts assez variées d'ailleurs. L'idée, c'est de voir comment les schémas du passé, comment ils se comparent à ce qui se passe avec l'IA, spécifiquement pour la période 2025-2030, quoi. Ok, donc notre mission, si on veut, c'est de décortiquer un peu comment les grandes vagues technologiques ont historiquement remodelé le travail. Et voir si ces fameux mécanismes de compensation, s'ils tiennent encore la route face à l'IA. Alors, plongeons là-dedans. La première question, celle qui saute aux yeux, est-ce que sur la longue durée, ces grandes innovations depuis le XVe siècle, elles ont vraiment détruit l'emploi au global ? Voilà, c'est le point de départ essentiel. Et ce que les analyses historiques montrent de manière assez constante, en fait, c'est que la technologie, sur le long terme, a surtout déplacé l'emploi. Et elle l'a recomposé, bien plus qu'elle ne l'a éliminé. Enfin, à l'échelle macroéconomique, c'est une transformation continue. D'accord. Donc, pas une destruction nette, mais plutôt une sorte de grande réorganisation. Les sources que vous avez consultées, elles décrivent plusieurs vagues marquantes, c'est ça? Ça commence fort avec l'imprimerie, j'imagine. Tout à fait. Dès le 15e, 16e siècle, l'imprimerie, c'est clair, ça a réduit le besoin de copistes à la main. Mais en même temps, ça a créé une quantité de nouveaux métiers, imprimeurs, typographes, libraires, éditeurs, enfin tout un écosystème. Et il ne faut pas oublier l'effet indirect, énorme, sur l'alphabétisation, l'éducation. Ça a boosté le capital humain et donc la croissance sur le très long terme. Une transformation lente, mais qui a créé tout un secteur. D'accord. Et ensuite, on a le choc, la révolution industrielle, 18e, 19e siècle. Là, les sources parlent d'un déplacement assez brutal pour certains artisans. Je pense au textile, par exemple. Oui, et la mécanisation, ça a été un choc pour l'artisanat, c'est sûr. Mais il y a un truc intéressant, un paradoxe que soulignent certains documents. C'est que l'augmentation massive de la production et la chute des prix, parfois ça a augmenté l'emploi total dans ces mêmes secteurs. Parce que la demande pour les produits de masse a juste explosé. C'est aussi l'époque de l'exode rural massif et la naissance de la classe ouvrière, des techniciens dans les usines. Et cette dynamique, elle a continué avec les innovations suivantes. L'électricité, le moteur à combustion. Oui, effectivement, fin 19e, début 20e, l'électricité, le moteur à combustion. Là, les analyses économiques montrent une création nette d'emplois assez forte. Il fallait construire les réseaux, les transports, l'industrie auto, l'aéro et tous les services qui vont avec. Et c'est aussi une période, comme le notent certaines études, où on commence à voir une baisse tendancielle du temps de travail, une sorte de partage des gains de productivité en quelque sorte. Ce qui nous amène plus près de nous, fin XXe siècle, l'informatique, les TIC, les fameuses technologies de l'information et de la communication. Là, l'impact sur les tâches routinières, il est flagrant, non ? Ah oui, là, l'automatisation, elle touche surtout les tâches répétitives. Manuelles ou administratives d'ailleurs. Et les études de cette période montrent bien la polarisation du marché du travail. Plus de demandes pour les compétences cognitives, sociales, complexes, et moins pour les emplois moyennement qualifiés. Et surtout, un déplacement massif de l'emploi de l'industrie vers les services. Mais encore une fois, au global et sur la durée, pas de fin du travail, même si les transitions ont été dures pour beaucoup. C'est quand même frappant de voir cette constance dans la transformation. L'agriculture, par exemple. C'était le secteur majoritaire, maintenant c'est moins de 5% dans les pays riches. Ça montre bien cette capacité d'absorption. Mais concrètement, comment ça s'est fait ? Comment ces pertes massives ont été compensées ? Les sources identifient des mécanismes, je crois ? Activités qui demandent plus de main-d'œuvre, parfois même dans le secteur qui s'automatise. Ah oui, c'est contre-intuitif ça. L'automatisation pourrait créer de l'emploi dans son propre secteur grâce à la baisse des prix. Fascinant. Mais il y a aussi la création de tout nouveaux métiers, non ? Oui, c'est le deuxième moteur essentiel, l'émergence de nouveaux métiers et même de secteurs entiers. Chaque grande techno crée son écosystème. Les imprimeurs hier, aujourd'hui ce sont les développeurs, les data scientists, les experts en cybersécurité.
Des secteurs comme l'IA elle-même ou le big data, ça n'existait pas il y a quelques décennies. Et pour les emplois qui ne disparaissent pas, mais qui ne sont pas nouveaux non plus, ils se transforment, c'est ça? Précisément, c'est le troisième mécanisme, la transformation des emplois existants. L'automatisation prend en charge les tâches les plus répétitives ou dangereuses. Ça libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée humaine, superviser les systèmes, analyser des données complexes, la relation client, la créativité, résoudre les problèmes imprévus. Le contenu du travail change, quoi. Et au-delà de l'entreprise elle-même, il y a des effets sur le reste de l'économie. Les sources en parlent. Oui, ce sont les effets indirects, souvent locaux. Quatrièmement, la richesse créée par les gains de productivité, que ce soit les profits réinvestis, les salaires qui augmentent ou la baisse des prix pour les consommateurs, ça stimule la demande dans d'autres secteurs. Les services à la personne, la restauration, les loisirs, l'éducation. Et la baisse générale des prix augmente le pouvoir d'achat, ce qui soutient plein d'emplois différents. D'accord. Mais tout ça, ça suppose que les travailleurs puissent passer d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre. C'est un point critique, ça, non? Abordé dans les documents? C'est le cinquième élément indispensable, la mobilité, professionnelle et sectorielle. Et ça passe par la formation. Historiquement, la main-d'œuvre a migré des secteurs en déclin vers ceux en expansion. Mais attention, ça ne se fait pas tout seul, hein. Ça demande des investissements massifs et continus dans la formation, initiale et continue, la reconversion, sans oublier, comme on disait, la réduction du temps de travail sur le très long terme, qui est aussi une forme de redistribution. Bon, d'accord. L'histoire nous donne ce tableau d'une adaptation continue, parfois douloureuse socialement, c'est clair, mais réelle sur le long terme, grâce à ces différents leviers. Et c'est là que le débat devient vraiment intense aujourd'hui, l'IA. Les sources insistent sur sa particularité. Elle ne touche pas seulement le manuel ou le routinier, mais aussi les tâches cognitives. Alors, qu'est-ce que les projections nous disent là spécifiquement pour 2025-2030 ? C'est là que les avis divergent fortement. Vraiment. Chez les experts, les institutions, le tableau est très contrasté dans nos sources. D'un côté, on a des chiffres d'impact potentiel énormes. Par exemple, le Forum économique mondial, le WEF, anticipait dans un rapport que d'ici 2025, l'IA pourrait supprimer 85 millions d'emplois, mais en créer 97 millions de nouveaux. Surtout dans des domaines comme l'analyse de données, l'IA elle-même, la création de contenu. Un solde net qui serait positif, d'après cette projection-là, mais d'autres indicateurs sont moins optimistes ou plus complexes. Oui. En effet, le FMI, par exemple, le Fonds monétaire international, estime qu'environ 40% des emplois dans le monde sont exposés à l'IA. Et ça monte à 60% dans les économies avancées. Alors, attention, exposé, ça ne veut pas dire suppression automatique, hein. Ça veut dire plutôt une forte probabilité de transformation du poste, ou alors la nécessité de travailler avec l'IA en complémentarité. Et l'argument économique principal pour l'IA, ça reste la productivité, j'imagine. Les prévisions disent quoi là-dessus ? Là, les attentes sont considérables. Le FMI parle de gains de productivité potentiels de 2 à 4 points de pourcentage sur 10 ans. D'autres analyses, comme celle de Briggs et Kodnani citées dans nos sources, elles estiment une hausse de 1,5% par an de la productivité du travail rien qu'aux États-Unis, juste avec l'IA générative, entre 2023 et 2033. Et puis des cabinets comme McKinsey ou PwC, ils avancent des chiffres astronomiques. Genre 15 700 milliards de dollars de plus au PIB mondial d'ici 2030. Grâce à ces gains de productivité, l'innovation, la stimulation de la demande. Et face à ce potentiel, les entreprises, elles envisagent quoi concrètement pour leurs effectifs ? Il y a des enquêtes là-dessus ? Oui, et les stratégies semblent partagées. Une enquête de la Banque mondiale reprise par le WEF indiquait qu'environ 41% des entreprises interrogées envisageaient des réductions d'effectifs liées à l'IA d'ici 2030. Mais d'autres rapports, comme celui d'Arissa, montrent qu'une majorité d'entreprises, entre 60 et 77% selon les cas, miseraient plutôt sur la réorganisation du travail, sur la requalification, le redéploiement des employés pour qu'ils collaborent avec l'IA, plutôt que la substitution pure et simple, quoi. Et quels sont les métiers qui semblent les plus promis à la croissance ou au contraire au déclin dans cette période 2025-2030 ? Alors, sans grande surprise, les rôles liés directement à l'IA, au machine learning, c'est là qu'on attend la plus forte croissance. Une source comme Zimbola, citée par le WEF, parle de plus 39%.
À l'inverse, les emplois administratifs, de secrétariat, ou ceux qui impliquent des tâches cognitives assez standardisées, répétitives, ceux-là sont vus comme les plus exposés. Par contre, les métiers qui reposent beaucoup sur l'interaction humaine complexe, l'empathie, la créativité, la santé, l'éducation, certains services, ceux-là pourraient mieux résister, voire même se développer, d'après plusieurs analyses. Mais ce tableau, somme toute assez mesuré, il est fortement contesté, hein. On trouve dans les sources des voix beaucoup plus inquiètes, voire alarmistes, même parmi les pionniers de l'IA. Absolument. Et c'est crucial de le dire, cette diversité de points de vue. Ça reflète bien l'incertitude actuelle. Geoffrey Hinton, qu'on appelle souvent le parrain de l'IA moderne, il a exprimé publiquement ses craintes d'un chômage massif. Il plaide pour une régulation forte et même pour un revenu de base universel pour amortir le choc. Et certains vont même plus loin dans les scénarios catastrophes. Oui. Des chercheurs comme Roman Yampolsky, qui est spécialisé dans la sécurité de l'IA, il évoque des scénarios extrêmes. Carrément, il parle de la possibilité théorique d'un chômage à 99% d'ici 2030 si une IA générale ou super intelligente dépassait les capacités humaines partout. Bon, c'est une perspective radicale, on est d'accord. Et Mo Gaudat, un ancien de Google X, lui, il prédit une période très difficile. Il parle de bouleversements majeurs, voire d'enfer transitoire, pendant peut-être 15 ans, à partir de 2027, avant qu'on trouve un équilibre, mais à condition qu'on mette en place des politiques d'accompagnement comme le revenu universel, la régulation. Tout à fait. Reid Hoffman, par exemple, le cofondateur de LinkedIn, investisseur dans l'IA, il a une position beaucoup plus optimiste, ou pragmatique, disons. Lui, il minimise ce risque d'extermination massive d'emplois. Pour lui, l'IA, c'est un outil puissant qui va augmenter nos capacités, transformer les métiers, un peu comme Excel a révolutionné le travail des comptables, sans les faire disparaître. Il insiste beaucoup sur la coévolution homme-machine, sur la collaboration. Donc, on se retrouve avec cette tension. D'un côté, 6 siècles d'histoire qui montrent une capacité d'adaptation du travail sur le long terme, et de l'autre, des projections très contrastées pour l'IA, de la transformation à la disruption massive, surtout à cause de cette histoire de tâches cognitives. Comment on synthétise tout ça ? C'est exactement ça, le nœud du problème qui ressort des documents. L'histoire nous montre la résilience, l'adaptation, via les mécanismes qu'on a vus. Mais, et c'est un point crucial souligné par plusieurs sources, ces transitions historiques, elles n'ont jamais été faciles. Ni indolores. Elles ont souvent créé du chômage structurel important, augmenté les inégalités et demandé des adaptations très difficiles pour des millions de gens, des régions entières. Et les sources rappellent que cette adaptation passée, elle s'est faite par l'émergence de nouveaux besoins, par les gains d'efficacité qui stimulent la demande, par l'évolution des compétences. La question, c'est est-ce que ces mécanismes vont jouer pareil avec l'IA ? C'est la grande incertitude. Les chiffres d'impact potentiel sont impressionnants. Rappelons les 40% d'emplois mondiaux exposés selon le FMI. Mais le bilan net final, création versus destruction versus transformation profonde, ça fait l'objet d'un débat intense. Il n'y a pas de consensus clair dans les sources sur ce solde, ni à court, ni à moyen terme. Et la spécificité de l'IA, sa capacité à traiter des tâches cognitives, ça change vraiment la donne par rapport au métier à tisser ou à la chaîne de montage. C'est un point central, oui, qui ressort des analyses. Contrairement aux vagues précédentes, qui automatisaient surtout le travail manuel ou les routines administratives simples, l'IA s'attaque aussi aux tâches cognitives non routinières. Rédaction, analyse de données complexes, diagnostic. Même certaines formes de créativité. Ça pose des questions inédites sur l'avenir des cols blancs, des professions intellectuelles intermédiaires. Mais attention, les sources rappellent aussi qu'être exposé à l'automatisation, ça ne veut pas dire disparition certaine. La complémentarité homme-machine, ça reste un scénario très plausible, voire souhaitable pour beaucoup de métiers. Alors, si on devait tirer un message clé de tous ces documents, pour naviguer la période actuelle et celle qui vient. Le maître mot qui revient tout le temps, c'est adaptation. Et plus précisément, une adaptation proactive, continue. La requalification, la formation vers des compétences, disons, humaines, complémentaires à l'IA. Pensée critique, créativité, intelligence émotionnelle, collaboration, éthique. Tout ça est présenté comme absolument crucial. Une étude citée suggère même que la demande pour ces compétences pourrait augmenter de près de 50%.
Et au-delà des individus, le rôle des politiques publiques est souligné comme déterminant. Renforcer les filets de sécurité sociale, investir massivement dans la formation tout au long de la vie. Et puis, encadrer le développement de l'IA pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques sociaux, les inégalités. Donc, il semble clair que le futur du travail face à l'IA, ce n'est pas une fatalité technologique. Les analystes suggèrent que ce sont nos choix collectifs en éducation, en politique sociale, en régulation, qui vont vraiment façonner la transition pour qu'elle soit la plus bénéfique et la moins douloureuse possible. Exactement. Et ça ouvre une réflexion qui va au-delà du simple nombre d'emplois, en fait. Même si, à terme, il y a une forme de compensation quantitative, comment est-ce que l'intégration profonde de l'IA dans nos vies pro va redéfinir qualitativement notre rapport au travail? Quelle valeur on accordera demain aux compétences non automatisables, à l'empathie, au jugement humain, à la créativité? C'est peut-être le sens même du travail qui est en jeu, au fond. Une perspective essentielle pour continuer à réfléchir. Voilà, c'est la fin de cette analyse approfondie pour le podcast de Philippe. On approche bientôt des 1000 abonnés, alors un petit coup de pouce pour nous aider à atteindre ce cap, ce serait formidable. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.